Recording is on. Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui continue notre cheminement sur la méthode Silva. Hop, je vous reprends mon petit doc avec toujours Lee et cette fois on va continuer le travail sur les cas. La prochaine fois, je pense qu'avec Lee on va vous parler du 5-0-5. Il faudra que je le relis, je referai la même chose sur l'intuition. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé et qui disent j'ai hâte de voir comment vous parlez de l'intuition. Alors vous allez voir, c'est assez intéressant. Là, je voulais qu'on aille dans le côté correction. Alors vous avez entendu que j'utilise énormément le mot correction. Et dans la méthode Silva, c'est beaucoup utilisé. Je trouve que ce terme est plutôt sympa. Alors, je sais qu'en parlant à certains copains hypno, ils me disent c'est un peu violent, une correction de quelque chose. Moi, je trouve que ça, moi j'aime bien, mais alors après, à vous. Ouais, il y en a, ils accrochent pas. Tu vois, le mot correction, faire une correction d'un plan mental ou d'une problématique, pour eux, il y a quelque chose d'un peu. Je pense que tu sais, ça nous revient en France à la notion de professeur et de punition. Nous, en français, on a la notion correction, ça veut aussi dire punition. Je vais te corriger. Et souvent, on avait cette notion-là, corriger, c'est aussi punir. Je n'ai pas pensé de tout. Ça, c'est vraiment un problème de traduction. Hein? Exactement. Donc, pour José Silva, c'était vraiment que si tu travailles un cas et tu perçois, donc tu captes une information qu'il y a un problème, qu'est-ce qu'on fait? On corrige le problème. On pourrait même dire on crée une solution. C'est ça ce que ça veut dire. Merci. Hein? Ouais. C'est vrai, correction en français, le concept de punition, j'ai entendu ça. Ouais, tu vas avoir une correction. Et tu vois, nous, on l'utilise assez facilement. Et moi, c'est vrai que j'aime bien le mot correction parce que j'ai cette idée-là de corriger, faire mieux. Et si on reprend la sémantique Silva, du problème, ça devient un projet. C'est une erreur et maintenant, c'est correct. Exactement. Correction. Sauf que ça peut être compris, et on sait la force de la sémantique, comme ça va être une correction, tu vois, ça va être un peu une sanction. En gros, j'ai un problème et je crée une espèce de réponse qui sanctionne et qui pourrait, dès lors, me diminuer moi-même, à me dire, en fait, ce que j'ai fait, c'était pas bien, je suis nul, je suis incapable, je suis pas capable de. Et ça, c'est un peu dommage, sachant que c'est pas du tout l'état d'esprit de José. Donc, si pour vous, le mot correction vous dérange, utilisez le mot solution ou la sémantique dont on vous proposait. D'une problématique, on crée un projet. D'accord? On va vers un projet, vers une ambition, vers une solution, et ça pourra vous permettre d'être plus apaisé avec cette notion-là. Donc, justement, là, aujourd'hui, je voulais qu'on papote un petit peu de ça, des différentes manières dont on peut corriger un problème, solutionner un problème dans cette notion projective. Donc, je rappelle à tout le monde, on travaille sur un cas, quelqu'un donc qui a une problématique réelle, et on reste vraiment là-dessus, il faut que ce soit réel. Dans un premier temps, physique, c'est le plus palpable, avec le plus de retours qu'on pourrait avoir. Pensez à toujours vous ramener vers la réalité, c'est-à-dire prendre l'information pour savoir si vous n'êtes pas en train de partir trop loin dans l'imagination et pas la réception d'informations. Et à partir de là, dans cette dynamique-là, on va être actif pour permettre d'aider au mieux-être de la personne. Moi, c'est comme ça que je le définis. C'est une aide supplémentaire pour que la personne puisse peut-être aller mieux ou en tout cas peut-être déclencher quelque chose. Il y a plein d'éléments. Donc, dans cette notion de correction, toi, comment tu le travailles concrètement? Est-ce que tu utilises le miroir de l'esprit? Est-ce que tu vas parler à tes conseillers? Est-ce que tu descends dans le labo? Est-ce que je sais pas, est-ce que tu fais juste de la suggestion? Est-ce qu'au contraire, tu vas mimer ce que tu es en train de faire? Comment toi, tu corriges de façon générale, tu solutionnes, on va utiliser le mot solutionner aujourd'hui, les cas, et quand t'en fais, comment ça se passe? Donc, d'abord, on considère que si on est au bon niveau pour recevoir les informations, on est aussi au bon niveau pour corriger. Okay? Et dans le protocole, mais des moments, ça peut être presque instantané, on est supposé faire les cas au niveau du laboratoire. Donc, on est déjà dans le labo et on a tous les équipements qu'on peut utiliser aussi pour nous aider à
faire une image, justement, de correction du problème. Et c'est ça, on utilise la visualisation, l'imagination, on crée une image de la personne ou l'organe ou le système affligé est corrigé. Mais si on fait tout simplement, OK, je perçois, par exemple, le cœur brisé et je crée une image d'un cœur maintenant qui fonctionne complètement bien. Ce qu'on recommande en Silva, c'est que tu crées carrément un processus de, j'allais dire correction, mais de solution, si vous voulez, parce que, en fait, même si c'est totalement symbolique, notre cerveau est beaucoup plus concentré, intensifié, focalisé, justement, si on crée toute une histoire de processus plutôt que simplement on change l'image. D'accord? Et voilà pourquoi un des exemples qu'on prend, c'est si la personne a un calcul au rein. Alors, au lieu de simplement imaginer maintenant, oh, j'imagine le rein sans calcul. Est-ce que votre cerveau, vos émotions, votre intention est vraiment impliquée avec ça? Mais si, par contre, vous commencez avec l'image du problème, comme tu l'as perçu, et tu imagines que tu as carrément le calcul devant toi. Et là, effectivement, on recommande qu'on utilise les doigts. On prend le calcul dans la main. Alors, n'importe si ça ne ressemble pas du tout à un vrai calcul, hein, c'est un mécanisme de concentration. Je répète, en fait, j'ai suivi un cours formation instructeur avec une femme espagnole qui disait ça sans cesse pendant le 4e jour. C'est un mécanisme de concentration. C'est un mécanisme, justement, et ça vous aide à rester beaucoup plus longtemps. Donc, vous prenez le calcul dans la main, vous sentez la texture, vous voyez la couleur, vous sentez la taille dans la main et vous faites un geste comme si vous écrasez le calcul. Et moi, j'imagine même le son. Jusqu'à ce que vous imaginez que c'est une poudre fine et ça se dissout dans l'urine et ça sort du corps. Alors là, c'est carrément dans le texte pour travailler les cas dans le cours. Donc ça, c'est un exemple vraiment concret. Ouais. Mais personnellement, moi, j'utilise beaucoup les mains. Et je sais que la famille Sylvain aussi. J'ai assisté à une démonstration de cas où Isabelle Silva corrigeait un cas. Et elle a utilisé les mains justement pour tirer la colonne vertébrale pour que la personne n'avait plus couverture. Alors, en fait, on sait que physiquement, on ne peut pas faire ça. C'est idiot, on risque de faire des dommages. Mais c'est symbolique pour elle parce qu'elle était vraiment très tactile. Faire ça l'a aidé à vraiment visualiser la colonne toute concentrée. Et moi, j'utilise régulièrement les mains. Si je prends la personne comme s'il est là devant moi. Et comme ça, je ne peux pas perdre la concentration tout au milieu. Mes mains, c'est comme si la personne est devant moi en 3 dimensions. Je le vois, je le ressens. Je peux masser, je peux enlever des trucs, je peux reformuler, je peux coudre, je peux faire n'importe si c'est totalement loufoque. Parce qu'en fait, puisque maintenant mon imagination est beaucoup plus intéressé, activé par l'histoire que je raconte ça, il va rester totalement concentré dessus. Donc, sinon, je risque de peut-être me déconnecter, perdre conscience, etc. Et José Silva a toujours encouragé les gens de faire ça. Ses propres enfants utilisaient toujours les mains. Et dans un cours, quand je vois, bon, j'encourage, mais quand je vois les gens qui utilisent leurs mains, je sais que ce sont des gens qui vont bien réussir, hein, parce qu'ils sont totalement focalisés. Et aussi, même si c'est totalement loufoque, parce que quelquefois, je raconte ça dans le cours, j'envoie les 7 nains de Blanche-Neige pour corriger quelque chose. Une petite équipe qui vont entrer à l'intérieur et peut-être miner, si vous voulez, et enlever les déchets. Mais ça, c'est parce que ça m'aide à
activer, stimuler mon imagination de façon beaucoup plus claire. Et ce qui est génial, c'est qu'on a fait des recherches sur cela. On a comparé vraiment dans une expérience où on a pris 2 groupes de gens qui souffraient de cancer. Les groupes étaient faits pour que c'était le même niveau de maladie, si vous voulez. Et un groupe devrait visualiser en utilisant toutes leurs connaissances scientifiques, comment ça fonctionne le système immunitaire, comment nommer chaque partie, les phagocytes, les macrophages, les cellules tueuses, etc. Et un autre groupe, on les a dit, vous allez visualiser comme si c'est des petits bonhommes à l'intérieur du trou, et peut-être il y a une bataille, mais tu les donnes les personnalités, des costumes, des visages et tout ça, et ils se sont amusés. Et pas simplement pour eux, c'était beaucoup plus gai, mais ils ont eu finalement de meilleurs résultats de guérison. Donc, ça, on peut trouver dans la psychoneuroimmunologie. Alors là, il y a plein de trucs, c'est super intéressant. Alors, la première chose, on revient à ce que la semaine dernière, on en discutait un petit peu, ce mécanisme de concentration. On revient sur la fameuse focalisation dont on a besoin en hypnose, mais de façon générale en alpha et en trance. Vous allez vous rendre compte, plus vous allez l'exploiter, que vous êtes apte à vous focaliser sur énormément de choses. Et justement, cette trance ou cette alpha nous permet de nous focaliser seulement. Et Lee, je trouve qu'elle l'a toujours super bien décrit là-dessus. On a parfois une espèce d'ennui dans l'esprit. Par exemple, de façon très traditionnelle, en hypnose, on peut avoir une espèce de répétition de la suggestion. Sauf que la suggestion, au bout d'un moment, on n'a plus d'émotion, plus de sensation, plus rien. C'est juste un verbiage quelconque et on n'y met plus du tout de l'attention ou de l'intention. Ce qui est intéressant dès lors, c'est qu'il faut qu'on se focalise et pour faire focaliser, le mieux, c'est de faire vivre les choses. Et Lee l'explique souvent et je trouve que c'est vraiment intéressant et je le répète souvent aux apprenants. On vous invite à faire vivre la démarche que vous êtes en train de faire. Si c'est une suggestion, si c'est une correction, une solution, qu'importe comment vous allez travailler, que ce soit sur vous ou sur quelqu'un, faire une petite histoire a du sens. Et là, on rentre pour les personnes qui sont plus PNL et hypnose indirecte, donc hypnose ericksonienne, tout le monde métaphorique. Il y a aussi tout ce monde pour les personnes qui connaissent un petit peu du clear language, où il y a tout dans le clear space, etc. Il y a tout un travail métaphorique qui est énormément utilisé et on rentre dès lors dans des vieux principes primitifs qui étaient la notion du récit. Souvenez-vous, le récit est quelque chose qui va permettre de mieux enregistrer. Et souvenez-vous comment dans Sylvain on l'a vu au travers des ancrages qu'on a créés, des ancrages mémoriels qu'on a créés. On crée des histoires autour d'un ancrage mémoriel et c'est l'histoire qu'on va se souvenir. Et parce qu'il est un peu folle, un peu disproportionnée, etc., on va d'une part utiliser notre imagination, notre visualisation et notre mémorisation. Et on crée quelque chose d'hyperactif. Cette notion, on le retrouve dès lors en hypnose avec la métaphore, en clear language avec toute la manière de voir métaphorique et imagée des choses qui permet un mieux-être et pour vous de créer des réponses et des solutions tout en restant focalisé et donc en ayant la même intensité, la même envie. Et il y a un côté que Lee met bien en avant, le côté ludique. Prenez plaisir. Là, on parle de cas vis-à-vis de quelqu'un d'autre, mais quand vous êtes en travail perso dans la méthode Silva, faut pas. Si vous aimez être austère, vous pouvez être austère, il n'y a pas de souci. Mais n'hésitez pas à prendre plaisir à rentrer dans votre labo, papoter avec vos guides, prendre plaisir. Ça doit vous représenter, ça vous permet d'avoir quelque chose de positif. Si c'est ludique, et d'ailleurs, pourquoi au départ ça a beaucoup été sur les enfants et les ados, il a quand même d'abord commencé là-dessus, et c'était très ludique. C'était, comme on disait la semaine dernière, les enfants ne se posent pas la question. Ils y vont, ils font, ils s'amusent, ils créent, ça marche pas, tant pis, on fera ça une autre fois. Et cette notion, elle est chouette. Donc, on a dans cette démarche focalisation, métaphore qu'on va construire pour la personne qui est notre cas à ce moment-là. Et dès lors, on a un ensemble d'éléments toujours proactifs. Et on est
proactif, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train d'attendre que le subconscient / la conscience universelle, et ça on pourra en reparler ultérieurement, mais l'intelligence universelle, ça c'est un mot qu'il utilise beaucoup, José, nous aide de façon passive. C'est au contraire, on est actif et on attend. Vous vous souvenez de l'attente positive que, vu que maintenant on a été proactif, qu'on ait un retour. Parce que tout acte a une conséquence. C'est vraiment les liens de causalité. Hein. Tout acte a une conséquence. C'est pour les personnes plus bouddhistes, c'est le côté karmique. Tout ce que je fais va avoir quelque chose. Donc, si je fais quelque chose en interne à l'intérieur de moi, vis-à-vis de quelqu'un, donc je suis orienté vers une personne et que je bosse, j'attends une conséquence positive. Et plus c'est positif dans ce que j'ai créé, plus logiquement, j'attends une conséquence qui devrait être chouette et cool. Et donc là, vous voyez, ça réunit aussi bien ce qu'on connaît en PNL, en hypnose, bien sûr, en clean language pour les personnes qui connaissent. Et tout ça, c'est connu, sauf que en général, on bosse pas sur quelqu'un. Alors là, la question, j'ai d'autres choses que j'ai notées, mais la question qui me venait en tête tout à l'heure quand tu papotais, c'était de me dire comment tu expliques, parce que c'est ça, moi, la question qu'on me pose tout le temps. On me dit, Pank, comment tu expliques qu'en bossant dans ma tête, dans mon imagination, en faisant des gestes et tout, que la personne n'est même pas dans la pièce, parce que là, on parle de notions à distance, de personnes qui ne sont pas présentes, qui t'ont jamais vu, etc. Comment tu peux expliquer qu'il y a des retours déjà informatifs, bon, ça c'est l'intuition qui devient de plus en plus claire, mais surtout que ce que tu fais en tirant une colonne va permettre à une personne de dire j'ai moins mal au dos. Comment toi tu l'expliques? Comment José l'expliquait et comment toi tu l'expliques? Elle est sympa ma question, hein. Ma dernière session de suivi, elle me pose des questions. Alors, je ne peux pas expliquer, je n'ai aucune idée comment ça fonctionne, mais je propose des explications possibles. Mais peut-être un jour, on va comprendre tout ça. Mais à ce moment de notre évolution, je dois quand même rappeler aux gens que, puisque c'est à distance, nous, on ne peut pas influencer le corps physique de l'autre personne. Alors, qu'est-ce qu'on influence? Alors, peut-être, on influence le corps énergétique. Et bon, j'aime pas trop citer la physique quantique parce qu'il y a tellement de gens qui le font et qui n'y comprennent rien. Mais si vraiment il y a un niveau où il n'y a ni temps ni espace, on devrait pouvoir travailler sur un corps énergétique à n'importe quelle distance. Et donc, puisqu'on crée une image de ce corps en parfaite santé, comme j'essaie à expliquer, c'est comme si on offre cet concept d'énergie à l'autre personne, et si l'autre personne en a besoin, elle peut accepter. Mais si elle ne veut pas, il n'y a rien qui se passe. Parce qu'on ne peut jamais obliger quelqu'un de se guérir ou de venir OK. Effectivement, il y a des moments où ça ne marche pas du tout. Mais au moins, on a offert la possibilité. On a fait de notre mieux. Et comme tu dis, on se sent mieux soi-même. C'est toujours bien de visualiser quelque chose de positif pour une autre personne. Tu sais, moi, souvent, ce que je tentais d'expliquer, parce que moi, au départ, j'ai vraiment grandi à l'inverse, pas vraiment dans la suggestion, mais dans le rapport énergétique, un peu plus ésotérique, etc. Et c'est au fur et à mesure de ma compréhension des trans et de l'hypnose, où je me suis dit, mais attends, est-ce qu'au bout du compte, c'est pas juste une transe que la personne vit à un moment donné avec une suggestion et une attente, parce que parfois on va dire ouais mais ce jour-là je vais travailler sur toi, donc il y a une attente. Et comme tu dis, est-ce qu'on n'a pas une… Alors après, là vraiment comme tu as dit, il y a un rapport temps-espace qui dirait automatiquement que physiquement c'est pas possible, mais est-ce qu'il n'y a pas une suggestion qui pourrait passer ce temps à cet espace? Après, je ne pourrais pas t'expliquer pourquoi, comment, etc., etc. Et depuis des années, je fais un test que j'appelle partage énergétique. Partage énergétique, c'est un truc que j'ai créé, je crois, en 2016 ou en 2014. Et je dis aux gens, si vous avez des problèmes, vous me le dites. Et pendant une semaine, je travaille sur vous. Mais je ne vous dis pas quand. Et ça, c'était important pour moi dans mon test. Oui. Je ne dis pas quand. Et je vous demande tous les jours de m'envoyer un message qui me dit ma douleur a diminué, ou il me donne une échelle de 1 à 10. Bon, j'étais à 10, je suis à 8, je suis à 9. Et ce qui est intéressant,
c'est que beaucoup de personnes m'ont écrit, alors que je n'avais pas commencé, ils me disent que ça va déjà mieux. Alors là, je me suis dit, tiens, c'est intéressant, bon, on sait, hein, c'est l'autosuggestion, etc., etc. Oui, voilà, oui. Mais il y a des moments, et alors là, c'était marrant, je vois les personnes, ils me disent, bah non, je suis toujours à 10, je suis toujours à 10, je suis toujours à 10, 4e jour, puis d'un coup, je commence à bosser, et ils me disent vers 14h15, et là, ils te donnent un horaire. Le moment où tu as commencé à taffer, vraiment, tu vois, tu te dis, où tu as eu, alors parfois, c'était même pas bosser, c'est genre, je suis sur ma moto et je me dis, il faut que je bosse sur eux, je rentre à la maison, je pose ma moto et je m'y mets. Et ben le moment où je me dis ça sur ma moto, les gars disent, bah à partir de cette heure-là, j'ai commencé à sentir que ma douleur a diminué, mon malaise a diminué. Et tu vois, je me suis posé la question, je me dis, j'ai pas de réponse. Hein, là, c'est très intéressant, mais j'ai pas de réponse. Et ça revient complètement au boulot de Sylvain. Hein. Tu es en transe, tu es en train de penser aux personnes avec qui tu as envie de bosser et les choses que tu as à faire. Et juste l'intention, tu vois, il y a des moments, juste te dire, tiens, ça serait bien qu'ils aillent mieux parce que là, on fait tout un protocole, mais il y a des choses qui ont été testées. Alors après, il y a parfois des gens qui remettent en question ça et ils ont raison, hein, il faut qu'il y ait encore plus de tests. Mais tu sais, c'était le principe de un groupe de personnes pris pour quelqu'un qui va pas bien et une autre personne n'a pas de prière. Et on s'aperçoit souvent que la personne qui ne sait même pas qu'on prie pour elle, hein, on n'est pas en train de dire quelqu'un prie pour toi, on dit rien du tout et on crée. Ce malade-là, on lui fait une prière, l'autre, bah, on fait rien, il continue ça. Et on s'aperçoit qu'il y a une amélioration sur un pathos similaire, hein, bien sûr. Donc, ça, j'ai pas d'explication, clairement. Mais je trouve que c'est intéressant parce qu'on est exactement là-dessus. On est, qu'est-ce qui fait que si moi, je pense dans mon imagination que tu ailles mieux, j'arrive rien du tout, mais tu crées quelque chose qui t'est positif, alors que tu n'es peut-être même pas au courant que je suis en train de bosser sur toi à ce moment-là. Ça. D'abord, je suis totalement d'accord que ça peut être une suggestion. Et souvent, c'est une forte composante. Ouais. En fait. Mais comme tu dis, il y a des moments, il y a plein de moments où la personne sur laquelle on bosse n'a aucune idée. C'est ça quand on fait les cas dans le cours, à la fin de chaque cas. Et bon, alors en fait, je te félicite d'avoir fait carrément un expériment pour tester. Bravo. Mais donc, mon évidence est surtout anecdotale, mais ça fait quand même plus que 30 ans. Ouais. Et les situations où quelqu'un commence à aller mieux au moment précis, effectivement, où on travaille. Et en fait, j'ai reçu cette semaine un mail de Marietta Kovacs en Suisse. Elle a un groupe de gens qui programment et elle leur demande à 9h, programme ceci, à 9h05, programme c'est ça. Et donc, on a pas simplement une personne qui programme, mais on a une synergie, si vous voulez. On a tout un groupe qui programme en même temps pour la même personne. Et là, ils viennent de m'envoyer, hein, où carrément l'infirmière à l'hôpital disait, mais c'est quasi miraculeux. Et ce mot revient souvent. Même les médecins le disent des fois pour des gens pour qui on a programmé. Donc, même si on ne peut jamais être certain que ça va marcher ou ça va vraiment aider, mais peut-être la personne va continuer à physiquement avoir des problèmes, mais il va sentir mieux en lui-même. Mais au moins, on peut offrir. Hein? Ça ne coûte rien, sauf un peu de notre temps et notre énergie. Et si c'est possible que ça peut aider, je trouve qu'il vaut plutôt le faire quand même. Exactement. Après, hein, pour les personnes qui sont sceptiques, et rester sceptique, c'est très bien. Il faut que vous expérimentiez. Nous, on est vraiment à fond dedans. Quoi, moi, je suis vraiment pour les sceptiques. Et ça peut très bien être ce qu'on appelle un biais de confirmation. On se dit, j'ai fait quelque chose. La personne nous dit, ah bah ça va mieux. Et on peut se dire, bah vu que j'ai fait quelque chose, ça va mieux. Mais ça se trouve, j'aurais rien fait. Elle aurait été mieux aussi. Hein. On n'est pas en train de dire que on a forcément une influence. Hein. Et c'est pour ça qu'il faut rester sceptique. Connaissez un petit peu les biais, parce que le biais de confirmation, on se crée tous des histoires pour se dire, bah oui, bah regarde, c'est étrange. Effectivement, tu vois, ça peut être juste une coïncidence. J'ai pensé à la personne où j'ai commencé à bosser dessus, puis elle s'est sentie mieux. Peut-être qu'il y a un rapport entre moi et la personne, peut-être que rien du tout. Et je me dis, bah vu que j'ai fait quelque chose, j'associe. Gardez toujours en tête, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas dire qu'on a raison et loin de là, on est juste là dans l'expérience et partage d'expérience, mais c'est faites vos expériences. Testez, amusez-vous à tester. Si vous avez des feedbacks, bah, on pourra dire, là encore, on reste dans nos spectres de biais de confirmation. Bah oui, moi je l'ai fait plein de fois, donc je me le confirme. Bien sûr, et on le sait, hein, on admet complètement qu'au bout d'un moment, bon,
on reste fermé à ce qu'on a aussi envie de voir et ce qu'on a envie de créer. Je suis complètement d'accord. Mais gardez toujours cette idée-là. J'expérimente X fois, 100 fois, 200 fois. N'oublie pas les fameux 50 cas au moins. Et puis après, vous verrez. Ça se trouve, vous direz non. Pour moi, ça sert à rien. OK, et il n'y a pas de problème. Et d'autres vont dire, moi, je vois des choses positives. Et comme dit Lee, et je pense que ça, c'est ce qu'il y a de plus important, sincèrement, ça ne prend pas d'énergie. Ça se fait assez vite. Et plus le temps arrive et plus vous le faites rapidement. Et puis, c'est sympa. Et en plus, à nouveau, ce que dit Lee, et là, elle a complètement raison, n'oubliez pas, un des éléments que souvent j'explique aux gens, c'est ne fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse, etc., etc. Et on disait que ta parole soit impeccable. Fais toujours attention à ce que tu dis. Ça, c'est un accord Toltec. Mais ce qui est assez intéressant, c'est de se dire pourquoi il faut pas dire des choses négatives aux gens. Parce que quand je dis t'es un salaud, t'es une saloperie ou un truc pas sympa, le première personne qui entend et qui écoute ça, c'est qui? C'est moi. Et souvent, je peux gueuler dans ma voiture à dire saloperie, qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis pas en voiture, mais en moto, je vais te tuer, etc. Mais au bout du compte, l'énergie, lui, il en sait rien du tout, hormis que j'ai klaxonné. La personne qui prend directement l'insulte ou le truc négatif que j'ai pensé, c'est moi. C'est pas la personne en face. C'est pour ça que quand Lee, elle vous dit, ça nous coûte rien, on fait que du positif en se disant allez, je fais ça, je suis dans mon labo, je tente de trouver des solutions positives pour que la personne puisse se sentir bien, que sa famille puisse être heureux, etc., etc. On se crée en fait plein de suggestions et d'autosuggestions ultra positives et on est dans une belle énergie de partage, d'amour, d'entraide et au bout du compte, ça nourrit énormément, ça diminue le stress. Là, on peut être hyper pragmatique, hormonalement. On diminue le stress, on va plutôt sur un eustress qu'un distress et on va sur des choses qui amènent physiologiquement de la satisfaction. Pour les personnes qui connaissent un peu théorie polyvagale, on va plutôt stimuler le nerf vague ventral qui va ramener à quoi? La sociabilisation, l'attention du groupe, le partage avec le groupe. Au bout du compte, on est dans un truc où on se donne de l'amour à soi-même en aidant autrui. C'est de l'égoïsme dans le don, quoi. C'est un petit peu. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant. Ouais. Alors, d'abord, j'aimerais dire, je suis totalement d'accord pour les sceptiques. Moi, je préfère des gens qui sont un petit peu plus sceptiques parce qu'eux, ils vont bosser pour comprendre. Et quand ils sont convaincus, c'est parce qu'ils ont testé, ils ont travaillé eux-mêmes pour prouver à eux-mêmes. Ou non, si c'est le cas. Et franchement, en tant qu'animatrice, je préfère ce type de personne que le type que, pardon les Américains, mais je appelle californien. Ils sont oui, c'est super, tout va bien, tout est possible. Et après, ils oublient tout. Rien n'est vraiment intégré. Donc, non, les vrais sceptiques qui sont prêts à tester eux-mêmes. Ouais. C'est comme tu dis à la fin de chacun de nos discours. Mais exactement, moi je suis vraiment pour, parce que moi il y a des moments, il y a des choses que je fais depuis des années, et là en Silva, par exemple, des cas, j'en fais très très souvent, et il y a des moments, je me dis, non mais attends, je suis pas en train de me raconter toute une histoire là, et je me repose, et je me dis, attends, est-ce que, c'est pour ça que je fais mes tests en fait, je me dis, attends, statistiquement, est-ce que tu as eu plus souvent des trucs qui sont vraiment passés, en tout cas tu as des feedbacks qui sont positifs, ou des choses qui ne sont pas passées? Et statistiquement, pour l'instant, j'ai plus de choses qui se sont passées avec des retours actifs. Donc, je me dis, il se passe quelque chose. D'accord? Mais je me rends bien compte que je peux très bien, qu'avec tout ce que notre cerveau nous construit, je peux très bien me raconter des bêtises. Donc, régulièrement, je me repose et je me dis, attends, est-ce que je pars pas en vrille? Est-ce que je raconte pas n'importe quoi? Est-ce que? Et ce scepticisme, je vous invite vraiment à le garder parce que Silva était quelqu'un qui remettait en question beaucoup les choses et je pense que ça, c'est un de ses grands points forts. Peut-être que s'il était encore là en 2020, il aurait certainement introduit d'autres éléments. Il aurait peut-être remis en question certains trucs à se dire j'ai vu ceci et cela. Et je pense que c'est à nous aussi d'être capable de dire ok, ça aujourd'hui, c'est plus ok. Comme on sait, par exemple, José était beaucoup sur le cerveau bicéphale, donc à dire cerveau gauche, cerveau droit. Il a fait énormément de communication dessus. Or, on sait que maintenant, d'un point de vue scientifique, ce n'est pas vrai, c'est pas que cerveau gauche ou que cerveau droite, que c'est un mix entre les deux la plupart du temps, mais que la symbolique
a été intégré, que beaucoup de personnes, pour faciliter l'enseignement de certaines logiques, aiment encore garder ce rapport créatif, ce rapport logique à gauche, ce rapport créatif à droite, et que on sait que maintenant, biologiquement, non, c'est pas gauche, droite aussi facilement que ça, c'est des intrications, c'est des zones du cerveau, etc. Mais on peut remettre en question et se dire, bah oui, d'accord, mais est-ce que ça change beaucoup de choses dans la méthode? Pas vraiment. Rien du tout. En fait, Franck, ça c'est encore une question